Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Elle et lui de George Sand. C'est un roman autobiographique sur la relation entre George Sand et Alfred de Musset. Je poursuis donc cette lecture, j'en étais au chapitre 4 et voilà, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Laurent, dont les idées prenaient volontiers un tour poétique, au milieu même de la plaisanterie, se compara en riant à l'enfant prodigue, pour qui Catherine s'empressait de tuer le veau gras. Ce veau gras, qui se présentait sous la forme d'un mince poulet, prêta naturellement à la gaieté des deux amis. C'était si peu pour l'appétit du jeune homme que Thérèse s'en tourmenta. Le quartier n'offrait guère de ressources et Laurent ne voulut pas que la vieille Catherine se mît en peine. On déterra au fond d'une armoire un énorme pot de gelée de goyave. C'était un présent de Palmer que Thérèse n'avait pas songé à entamer et que Laurent entama profondément, tout en parlant avec effusion de cet excellent Dick, dont il avait eu la sottise d'être jaloux et que désormais il aimait de tout son cœur. « Vous voyez, Thérèse, dit-il, comme le chagrin rend injuste, croyez-moi, il faut gâter les enfants. Il n'y a de bon que ceux qui sont traités par la douceur. Donnez-moi donc beaucoup de goyave et toujours. La rigueur n'est pas seulement un fiel amer, c'est un poison mortel. » Quand vint le thé, Laurent s'aperçut qu'il avait dévoré en égoïste et que Thérèse, en faisant semblant de manger, n'avait rien mangé du tout. Il se reprocha son inattention et s'en confessa. Puis, revoyant Catherine, il voulut lui-même faire le thé et servir Thérèse. C'était la première fois de sa vie qu'il se faisait le serviteur de quelqu'un et il y trouva un plaisir délicat dont il exprima naïvement la surprise. « À présent, dit-il à Thérèse en lui présentant sa tasse à genoux, je comprends qu'on puisse être domestique et aimer son état. Il ne s'agit que d'aimer son maître. » De la part de certaines gens, les moindres attentions ont un prix extrême. Laurent avait dans les manières et même dans l'attitude du corps une certaine roideur, dont il ne se départait même pas avec les femmes du monde. Il les servait avec la froideur cérémonieuse de l'étiquette. Avec Thérèse, qui faisait les honneurs de son petit intérieur en bonne femme et en artiste enjoué, il avait toujours été prévenu et choyé, sans avoir à rendre l'appareil. Il y eut manque de goût et de savoir-vivre de se faire l'homme de la maison. Tout à coup, à la suite de ses pleurs et de ses effusions mutuelles, Laurent, sans qu'il s'en rendît compte, se trouva investi d'un droit qu'il ne lui appartenait pas, mais dont il s'emparait d'inspiration, sans que Thérèse, surprise et attendrie, pût s'y opposer. Il semblait qu'il fût chez lui, et qu'il eût conquis le privilège de soigner la dame du logis en bon frère ou en vieux ami. Et Thérèse, sans songer au danger de cette prise de possession, le regardait faire avec de grands yeux étonnés, se demandant si jusque-là, elle ne s'était pas radicalement trompée en prenant cet enfant tendre et dévoué pour un homme hautain et sombre. Cependant, Thérèse réfléchit durant la nuit, mais le lendemain matin, Laurent, qui sans rien préméditer, ne voulait pas la laisser respirer car il ne respirait plus lui-même, lui envoya des fleurs magnifiques, des friandises exotiques et un billet si tendre, si doux et si respectueux qu'elle ne put se défendre d'en être touchée. Il se disait le plus malheureux des hommes, il ne désirait rien de plus que son pardon et du moment qu'il l'avait obtenu, il était le roi du monde. Il acceptait toutes les privations, toutes les rigueurs, pourvu qu'il ne fût pas privé de voir et d'entendre son ami. Cela seul était au-dessus de ses forces. Tout le reste n'était rien. Il savait bien que Thérèse ne pouvait pas avoir d'amour pour lui. Ce qui ne l'empêchait pas, 10 lignes plus bas, de dire « Notre saint amour n'est-il pas indissoluble ?» Et ainsi disant le pour et le contre, le vrai et le faux 100 fois le jour, avec une candeur dont à coup sûr il était dupe lui-même, entourant Thérèse de soins exquis, travaillant de tout son cœur à lui donner confiance dans la chasteté de leur relation,
et à chaque instant lui parlant avec exaltation de son culte pour elle, puis cherchant à la distraire quand il la voyait inquiète, à l'égayer quand il la voyait triste, à l'attendrir sur lui-même quand il la voyait sévère, il l'amena insensiblement à n'avoir pas d'autre volonté et d'autre existence que les siennes. Rien n'est périlleux comme ces intimités où l'on s'est promis de ne pas s'attaquer mutuellement, quand l'un des deux n'inspire pas à l'autre une secrète répulsion physique. Les artistes ont raison de leur vie indépendante et de leurs occupations, qui les obligent souvent d'abandonner le convenu social, sont plus exposés à ces dangers que ceux qui vivent dans le réglé et dans le positif. On doit donc leur pardonner des entraînements plus soudains et des impressions plus fiévreuses. L'opinion sent qu'elle le doit, car elle est généralement plus indulgente pour ceux qui errent forcément dans la tempête que pour ceux que berce un calme plat. Et puis le monde exige des artistes le feu de l'inspiration. Et il faut bien que ce feu qui déborde pour les plaisirs et les enthousiasmes du public arrive à les consumer eux-mêmes. On les plaint alors. Et le bon bourgeois qui, en prenant leurs désastres et leurs catastrophes, rentre le soir dans le sein de sa famille, dit à sa brave et douce compagne « Tu sais, cette pauvre fille qui chantait si bien, elle est morte de chagrin. Et ce fameux poète qui disait de si belles choses, il s'est suicidé. C'est grand dommage, ma femme, tous ces gens-là finissent mal. C'est nous, les simples, qui sommes les gens heureux. » Et le bon bourgeois a raison. Thérèse avait pourtant vécu longtemps. Sinon en bonne bourgeoise, car pour cela, il faut une famille. Et Dieu la lui avait refusée. Du moins en laborieuse ouvrière, travaillant dès le matin et ne s'enivrant pas du plaisir ou de la langueur à la fin de sa journée. Elle avait de continuelles aspirations à la vie domestique et réglée. Elle aimait l'ordre, et loin d'afficher le mépris puéril que certains artistes prodiguaient à ce qu'ils appelaient dans ce temps-là la gente épicière, elle regrettait amèrement de n'avoir pas été mariée dans ce milieu médiocre et sûr, où au lieu de talent et de renommée, elle eût trouvé l'affection et la sécurité. Mais on ne choisit pas son destin, puisque les fous et les ambitieux ne sont pas les seuls imprudents que la destinée foudroie. Chapitre 5. Thérèse n'eut pas de faiblesse pour Laurent, dans le sens moqueur et libertin que l'on attribue à ce mot en amour. Ce fut par un acte de sa volonté, après des nuits de méditation douloureuses, qu'elle lui dit « Je veux ce que tu veux, parce que nous en sommes venus à ce point où la faute à commettre est l'inévitable réparation d'une série de fautes commises. J'ai été coupable envers toi, en n'ayant pas la prudence égoïste de te fuir. Il vaut mieux que je sois coupable envers moi-même, en restant ta compagne et ta consolation, au prix de mon repos et de ma fierté. Écoute, ajouta-t-elle en tenant sa main dans les siennes avec toute la force dont elle était capable, ne me retire jamais cette main-là. Et quelque chose qui arrive, garde assez d'honneur et de courage pour ne pas oublier qu'avant d'être ta maîtresse, j'ai été ton amie. Je me le suis dit dès le premier jour de ta passion. Nous nous aimions trop bien ainsi pour ne pas nous aimer plus mal autrement. Mais ce bonheur-là ne pouvait pas durer pour moi, puisque tu ne le partages plus, et que dans cette liaison mêlée pour toi de peine et de joie, la souffrance a pris le dessus. Je te demande seulement, si tu viens à te lasser de mon amour, comme te voilà lassé de mon amitié, de te rappeler que ce n'est pas un instant de délire qui m'a jeté dans tes bras, mais un élan de mon cœur, et un sentiment plus tendre et plus durable que l'ivresse de la volupté. Je ne suis pas supérieure aux autres femmes, et je ne m'arroge pas le droit de me croire invulnérable. Mais je t'aime, si ardemment et si saintement, que je n'aurais jamais failli avec toi, si tu avais dû être sauvé par ma force. Après avoir cru que cette force t'était bonne,
qu'elle t'apprenait à découvrir la tienne et à te purifier d'un mauvais passé, te voilà persuadé du contraire. À tel point qu'aujourd'hui, c'est le contraire en effet qui arrive. Tu deviens amer. Et il semble, si je résiste, que tu sois prêt à me haïr et à retourner à la débauche, en blasphémant même notre pauvre amitié. Eh bien, j'offre à Dieu pour toi le sacrifice de ma vie. Si je dois souffrir de ton caractère ou de ton passé, soit. Je serai assez payée si je te préserve du suicide que tu étais en train d'accomplir quand je t'ai connu. Si je n'y parviens pas, du moins je l'aurai tenté. Et Dieu me pardonnera un dévouement inutile, lui qui sait combien il est sincère. Laurent fut admirable d'enthousiasme, de reconnaissance et de foi dans les premiers jours de cette union. Il s'était élevé au-dessus de lui-même, il avait des élans religieux, il bénissait sa chère maîtresse de lui avoir fait connaître enfin l'amour vrai, chaste et noble, qu'il avait tant rêvé, et dont il s'était cru à jamais déshérité par sa faute. Elle le retrempait, disait-il, dans les eaux de son baptême. Elle effaçait en lui jusqu'au souvenir de ses mauvais jours. C'était une adoration, une extase, un culte. Thérèse y crut naïvement. Elle s'abandonna à la joie d'avoir donné toute cette félicité et rendu toute cette grandeur à une âme d'élite. Elle oublia toutes ses appréhensions et en sourit comme de rêves creux qu'elle avait pris pour des raisons. Ils s'en moquèrent ensemble, ils se reprochèrent de s'être méconnus et de ne s'être pas jetés au cou l'un de l'autre dès le premier jour, tant ils étaient faits pour se comprendre, se chérir et s'apprécier. Il ne fut plus question de prudence et de sermon. Thérèse était rajeunie de 10 ans. C'était un enfant, plus enfant que Laurent lui-même. Elle ne savait quoi imaginer pour lui arranger une existence où il ne se sentirait pas le pli d'une feuille de rose. Pauvre Thérèse, son ivresse ne dura pas 8 jours entiers. D'où vient cet effroyable châtiment infligé à ceux qui ont abusé des forces de la jeunesse et qui consiste à les rendre incapables de goûter la douceur d'une vie harmonieuse et logique? Est-il bien criminel, le jeune homme qui se trouve lancé sans frein dans le monde avec d'immenses aspirations et qui se croit capable d'étreindre tous les fantômes qui passent, tous les enivrements qui l'appellent? Son péché est-il autre chose que l'ignorance? Et a-t-il pu apprendre dans son berceau que l'exercice de la vie doit être un éternel combat contre soi-même? Il en est vraiment qui sont à plaindre et qu'il est difficile de condamner, à qui on peut être manquer un guide, une mère prudente, un ami sérieux, une première maîtresse sincère. Le vertige les a saisis dès leurs premiers pas. La corruption s'est jetée sur eux comme sur une proie pour faire des brutes de ceux qui avaient plus de sens que d'âme, pour faire des insensés de ceux qui se débattaient, comme Laurent, entre la fange de la réalité et l'idéal de leurs rêves. Voilà ce que se disait Thérèse, pour continuer à aimer cette âme souffrante. Et pourquoi elle endura les blessures que nous allons raconter. Le 7e jour de leur bonheur fut irrévocablement le dernier. Ce chiffre néfaste ne sortit jamais de la mémoire de Thérèse. Des circonstances fortuites avaient concouru à prolonger cette éternité de joie pendant toute une semaine. Personne d'intime n'était venu voir Thérèse. Elle n'avait pas de travail trop pressé. Laurent promettait de se remettre à l'ouvrage dès qu'il pourrait reprendre possession de son atelier, envahi par des ouvriers à qui il en avait confié la réparation. La chaleur était écrasante à Paris. Il fit à Thérèse la proposition d'aller passer 48 heures à la campagne, dans les bois. C'était le 7e jour. Ils partirent en bateau. Ils arrivèrent le soir dans un hôtel d'où, après le dîner, ils sortirent pour courir la forêt par un clair de lune magnifique. Ils avaient loué des chevaux et un guide, lequel les ennuya bientôt par son baragouin prétentieux. Ils avaient fait 2 lieues et se trouvaient au pied d'une masse de rochers que Laurent connaissait. Il proposa de renvoyer les chevaux et le guide et de revenir à pied, quand même il serait un peu tard.
Je ne sais pas pourquoi, lui dit Thérèse. Nous ne passerions pas toute la nuit dans la forêt, il n'y a ni loup ni voleur. Restons ici tant que tu voudras, et ne revenons jamais, si bon te semble. Ils restèrent seuls. Et c'est alors que se passa une scène bizarre, presque fantastique, mais qu'il faut raconter telle qu'elle est arrivée. Ils étaient montés sur le haut du rocher et s'étaient assis sur la mousse, épaisse, desséchée par l'été. Laurent regardait le ciel splendide où la lune effaçait la clarté des étoiles. 2 ou 3 des plus grosses brillaient seules au-dessus de l'horizon. Renversé sur le dos, Laurent les contemplait. « Je voudrais bien savoir, dit-il, le nom de celle qui est à peu près au-dessus de ma tête. » Elle a l'air de me regarder. « C'est Vega, » répondit Thérèse. « Tu sais donc le nom de toutes les étoiles, toi, savante. »« À peu près. C'est pas difficile. Et en un quart d'heure, tu en sauras autant que moi, quand tu voudras. »« Non, merci. J'aime mieux décidément ne pas savoir. J'aime mieux leur donner des noms à ma fantaisie. »« Tu as raison. J'aime mieux me promener au hasard dans ces lignes tracées là-haut et faire des combinaisons de groupes à mon idée que de marcher dans le caprice des autres. Après tout, peut-être ai-je tort, Thérèse. Tu aimes les sentiers frayés, toi, n'est-ce pas? Ils sont meilleurs aux pauvres pieds. Je n'ai pas comme toi des bottes de 7 lieues. Moqueuse, tu sais bien que tu es plus forte et meilleure marcheuse que moi. C'est tout simple, je n'ai pas d'aile pour m'envoler. Avise-toi d'en avoir pour me laisser là. Mais ne parlons pas de nous quitter, ce mot la ferait pleuvoir. Et qui donc y songe? Ne le répète pas, ton affreux mot. Non, non, n'y songeons pas, s'écria-t-il en se levant brusquement. Qu'as-tu et où vas-tu? Lui dit-elle. Je ne sais pas, répondit-il. Ah si, à propos. Il y a par là un écho extraordinaire et la dernière fois que j'y suis venue avec la petite, tu ne tiens pas à savoir son nom, n'est-ce pas? J'ai pris grand plaisir à l'entendre d'ici pendant qu'elle chantait là-bas sur le tertre qui est vis-à-vis de nous. Thérèse ne répondit rien. Il s'aperçut que ce souvenir intempestif d'une de ses mauvaises connaissances n'était pas délicat à jeter au milieu d'une romantique veillée avec la reine de son cœur. Pourquoi cela lui était-il revenu? Comment le nom quelconque de la Vierge folle lui était-il arrivé au bord des lèvres? Il fut mortifié de cette maladresse. Mais au lieu de s'en accuser naïvement et de la faire oublier par ces torrents de tendres paroles qu'il savait bien tirer de son âme, quand la passion l'inspirait, il n'en voulut pas avoir le démenti et demanda à Thérèse si elle voulait chanter pour lui. « Je ne pourrais pas, » lui répondit-elle avec douceur. « Il y a longtemps que je n'étais montée à cheval et je me sens un peu oppressée. » « Si ce n'est qu'un peu, faites un effort, Thérèse. Cela me fera tant de plaisir. » Thérèse était trop fière pour avoir du dépit et n'avait que du chagrin. Elle détourna la tête et feignit de tousser. « Allons, dit-il en riant, vous n'êtes qu'une faible femme, et puis, vous ne croyez pas à mon écho, je vois cela. Je veux vous le faire entendre. Restez ici, je grimpe là-haut, moi. Vous n'avez pas peur, j'espère, de rester seule 5 minutes. » « Non, » répondit tristement Thérèse. « Je n'ai pas du tout peur. » Pour grimper sur l'autre rocher, il fallait descendre le petit ravin qui le séparait de celui où ils étaient. Mais ce ravin était plus creux qu'il ne le paraissait. Quand Laurent, après en avoir descendu la moitié, vit le chemin qui lui restait à faire, il s'arrêta, craignant de laisser Thérèse seule si longtemps, et criant vers elle, il lui demanda si elle ne l'avait pas rappelé. « Non, pas du tout », lui cria-t-elle à son tour, ne voulant pas contrarier sa fantaisie. Il est impossible d'expliquer ce qui se passait dans la tête de Laurent. Il prit ce pas du tout pour une dureté et se remit à descendre, mais moins vite et en rêvant. « Je l'ai blessée, dit-il, et la voilà qui me boude. Comme du temps où nous jouions aux frères et à la sœur, est-ce qu'elle va encore avoir de ces humeurs-là à présent qu'elle est ma maîtresse? Mais pourquoi l'ai-je blessée? J'ai eu tort assurément, mais c'est sans le vouloir. Il est bien impossible qu'il ne me revienne pas quelques bribes de mon passé dans la mémoire. Sera-ce donc chaque fois un outrage pour elle et une mortification pour moi?
Que lui importe mon passé puisqu'elle m'a accepté comme cela? J'ai eu tort pourtant, oui j'ai eu tort. Mais ne lui arrivera-t-il jamais à elle-même de me parler de ce drôle qu'elle a aimé et dont elle s'est crue la femme? Malgré elle, Thérèse se souviendra auprès de moi des jours qu'elle a vécus sans moi. Et lui en ferai-je un crime? Laurent se répondit aussitôt à lui-même. Oh mais oui. Cela me serait insupportable, donc j'ai eu grand tort. Et j'aurais dû lui en demander pardon tout de suite. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.